bien bonjour à tout le monde et bienvenue dans la salle d'électromagnétisme du Palais de la Découverte. Dans cette salle, on s'intéresse aux phénomènes électriques et aux phénomènes magnétiques. Et même plus précisément, ce qui va nous intéresser réellement, c'est le lien qui pourrait exister entre ces deux trucs-là. L'électricité, les aimants, est-ce que ça marche ensemble? Comment ça marche ensemble? Alors, l'électricité, en général, vous connaissez bien. J'imagine en tout cas que vous vous en servez tous les jours, vous devez en avoir à la maison. Et pourtant, si je vous demande, l'électricité, c'est quoi? C'est vrai ça, après tout, l'électricité, apparemment, c'est omniprésent autour de nous, et il paraît qu'elle passe dans les fils électriques. Mais en réalité, il se passe quoi dans un fil électrique? C'est quoi qu'on appelle l'électricité? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Oui. C'est un déplacement d'électrons, non? Et oui, c'est un déplacement d'électrons. En tout cas, ça, c'est la définition qu'on donne dans les livres. Alors, on pourrait même la généraliser un petit peu. C'est vrai qu'en général, ce sont les électrons qui se déplacent, mais n'importe quelle charge électrique qui bouge, on pourrait parler d'électricité. Par exemple, des ions dans une solution, on parle aussi de courant électrique. Alors, pour être sûr quand même de perdre personne dès le départ, les électrons. Alors, les électrons, qui sont des petites particules chargées négativement, on les trouve partout. Il n'y en a pas que dans les fils électriques, hein. Il y en a par exemple dans l'air, il y en a là-dedans, il y en a dans moi, il y en a dans vous. Ensuite, nous, on n'est pas électrocutés en permanence, hein. Donc ça, on le sent dans la définition. Le mot important, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, quelque part, les électrons se déplacent, qu'ils bougent, qu'ils courent dans les fils. Alors, si je ne raconte pas n'importe quoi, et qu'il y a vraiment des électrons qui courent dans les fils, on pourrait peut-être les compter. Imaginons que ce soit possible. On se met devant le fil, et on se dit, tiens, je vais compter combien d'électrons passent dans mon fil en une seconde. Bah, tenez, par exemple, si en une seconde, vous comptez 6 milliards d'électrons qui passent, vous direz que dans le fil, il y a un ampère. Moi, j'ai beaucoup vous parlé d'ampère à l'intensité du courant électrique, et l'ampérage, c'est relié au nombre de charges qui circulent. Donc 6 milliards d'électrons en une seconde, 1 ampère. Du coup, si vous comptez 12 milliards d'électrons par seconde, c'est qu'il y a 2 ampères. 18 milliards d'électrons par seconde, 3 ampères. Ça va la table de 6? Alors, 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, c'est à peu près ce dont on se sert à la maison. Un frigo, une télé, un ordinateur, c'est cet ordre de grandeur. Alors nous, on va monter un peu plus haut. Je sais que vous êtes un peu loin, vous ne pouvez pas voir mes cadrans, mais je vous l'annonce, ici, on va pouvoir monter jusque 500 ampères. Et 500 ampères, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que dans mon fil électrique, il y aura 500 fois 6 milliards d'électrons à circuler par seconde. Et là, la question que vous vous posez tous, c'est le fil électrique. Quel fil électrique? Alors, manque de peau, vous ne pouvez pas le voir, parce qu'il est caché là-dedans. Mais en réalité, hein, si je pouvais ouvrir cette carcasse en aluminium, eh bien, je verrais un fil électrique en cuivre, hein, donc plutôt standard. Et donc, à l'intérieur, on a enroulé le fil électrique. Je peux même vous le dire maintenant, on a fait 100 tours. Donc, avec notre fil, là, on a bobiné pendant 100 spires. Ensuite, avec le même fil, on est passé par en dessous. Et ici, on a à nouveau fait 100 tours de fil électrique. Puis, on revient pour fermer le circuit. Et c'est là-dedans qu'on va monter en intensité. Alors, peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert de monter aussi haut, 500 ampères. Eh bien, parce qu'en réalité, si je ne monte pas autant, mes expériences ne marchent pas très bien. Alors, d'ailleurs, à quelle expérience je pense? Première expérience d'électromagnétisme que je vais vous proposer. Eh bien, ça va être de prendre cette chaîne, ça c'est une chaîne en fer, et avec une chaîne comme ça, on va se rapprocher. Alors, on ne va pas les toucher et connecter, mais voilà, on va se mettre dans les parages, pas trop loin du fil électrique. Alors parfois, les gens ils me demandent « Quoi? Elle va rapprocher une chaîne en fer d'un fil électrique ?» Ben, elle espère quoi? Alors, j'espère un truc que là, pour le coup, vous avez tous déjà sûrement observé. Quelque chose qui se passe quand on approche une chaîne en fer de cet objet-là. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné là ce que j'ai attrapé. Un aimant. Vous avez déjà approché une chaîne d'un aimant? Ouais, c'est un peu une expérience de ouf. Alors je sais d'ailleurs que vous êtes venus au Palais de la Découverte juste pour ça. Expérience extraordinaire, petit moment d'émotion. Une chaîne en fer, un aimant. Alors moi je vais rapprocher l'aimant. En réalité, ce qui nous intéresse dans cette expérience, c'est la chaîne. Donc on regarde la chaîne. Tout le monde est prêt? Surtout ceux qui ne l'ont jamais fait. Allez, c'est parti, je rapproche l'aimant. Je le rapproche un peu. Je le rapproche encore un peu. Oh, on n'est pas loin, Oh!
Et vous avez l'air pas si impressionnés que ça. Bon, ok, ça y est, vous êtes déjà tous blasés. Alors c'est vrai qu'en général, les gens sont un peu blasés, peut-être vous aviez déjà vu ça. Et en même temps, c'est assez incroyable comme truc, parce que regardez, je refais juste une fois. Regardez, je rapproche l'aimant, la chaîne ne bouge pas, presque pas, elle bouge pas, elle bouge. Oh, on a bien vu là. La chaîne, elle est venue se coller. Elle est vraiment venue toute seule. Et si elle est venue toute seule, la chaîne, c'est qu'elle savait que l'aimant n'était pas loin. Comment elle savait, la chaîne? Elle n'a pas d'yeux, la chaîne. Et puis moi, je n'ai pas entendu l'aimant faire « Ouh, petite chaîne, je suis dans les parages, viens te coller !» Du coup, comment il a fait, l'aimant, pour prévenir la chaîne qu'il était là? Alors, cette notion-là, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Toujours est-il que la chaîne, et ça on va le voir dans le reste de nos expériences, elle s'en fiche complètement de l'aimant. Il n'y a même pas forcément besoin qu'il y ait un aimant. Ce n'est pas l'aimant qu'elle a vu. En fait, ce qu'elle a détecté, elle, c'est ce truc qui est autour de l'aimant. Alors, bon, j'avoue, il est un peu invisible, il ne fait pas de bruit, il n'a pas d'odeur, mais il y a bien quelque chose. Autour de l'aimant, il y a quelque chose, et c'est ce quelque chose que détecte le fer. On lui a donné un nom à ce truc invisible qu'il y a autour de tous les aimants. On appelle ça le champ. Voilà, c'est la notion de champ magnétique. Et donc, en fait, quand vous attrapez un aimant, quand vous vous baladez avec un aimant, vous ne vous baladez pas seulement avec un aimant. Vous baladez avec un aimant et un champ magnétique. Ça va pour cette notion de champ magnétique ? Ouais. Alors, juste pour vous dire, comme je le disais, nous, dans nos expériences, on s'en fiche un peu de l'aimant. On ne va pas tricher, hein. L'aluminium, ce n'est pas ferromagnétique. Il n'y a pas du tout d'aimant dans mon installation. Je vous ai dit que le fil était en cuivre. Le cuivre, c'est pareil. Ça ne colle pas à l'aimant, ce n'est pas ferromagnétique. Nous, on va jouer avec l'électricité. Mais on va quand même faire l'expérience de la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai au moins 2 chaînes. Du coup, je vais vous proposer qu'on fasse l'expérience 2 fois. Enfin, s'il y en a 2 parmi vous qui acceptent de tenir les chaînes pendant l'expérience. Alors, ouais, je ne sais pas, 1 au moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie de venir m'aider? Alors, pour l'instant, je vais juste vous demander de tenir une chaîne. Est-ce qu'il y aurait une ou... Ouais, allez, super. Alors, je vous ouvre. Et puis, quand même, allez, on va faire ça bien. Oui, n'hésitez pas à rentrer, tous les 2. Denise aussi. Et je vais vous mettre un peu de gel hydroalcoolique. Alors, j'ai nettoyé les chaînes, mais au cas où. C'est cadeau en ce moment. Voilà. Hop. Et je vous en remettrai juste un tout petit peu après. Alors, une chaîne chacun. Oups. Ah, merci. Denise aussi. Et je vais vous proposer de vous mettre de part et d'autre. Comme ça, on va essayer d'aller sonder un peu autour. Alors, attention de ne pas tomber, il y a quand même une petite marche. Donc, je vais te proposer de venir te mettre ici. Alors, vous êtes en mode détecteur, hein, donc le plus fièrement possible. Je vais vous proposer de tendre votre chaîne vers l'avant. OK. Et donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, donc là, ils sont prêts avec leur chaîne. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est augmenter l'intensité du courant qui circule dans les fils. Et on va tenter de monter jusque, vous vous souvenez ? 500 ampères. Alors, 500 ampères, et ben c'est parti. Alors, en fait, 500 ampères, c'est beaucoup, hein, donc je vais y aller progressivement. Donc là, je vois que c'est en train de grimper. Il y a déjà 200 ampères qui circulent dans les fils. Ça va tous les 2? Alors, ça continue toujours de grimper. Ah, 300 ampères, je ne sais même pas, 500 ampères. OK, ça marche. OK, très bien, là, il se passe un truc. Oh, OK, c'est parti aussi de l'autre côté. On y est presque. Ça y est, j'ai atteint les 500 ampères. Alors, oui, t'es toute collée, toi. Alors, tu peux essayer d'aller te décoller. Alors, n'hésitez pas à patouiller un peu dans ce truc. On y va. On se colle. Alors, toi aussi, tu peux aller te coller à gauche, à droite. En tout cas, il y a l'air d'avoir un truc. Alors, un truc. Après tout, les chaînes sont en fer. À votre avis, qu'est-ce qu'ils sont en train de détecter tous les 2? Bah oui, un champ magnétique. Donc là, visiblement, en effet, il y a un champ magnétique. Alors, oui, c'est vrai qu'on du coup, on s'amuse avec les chaînes. En fait, le fer s'aimante dans un champ magnétique. Et ça signifie qu'il se transforme en aimant. Quand vous rougissez, vous transformez en truc rouge. Quand vous aimantez, vous transformez en aimant. Alors, tous les 2, en fait, vos chaînes, c'est un peu comme si c'était des aimants. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous l'annonce maintenant. J'ai choisi le sens de circulation des électrons. Les électrons circulent dans ce sens-là. Du coup, c'est toi qui es côté pôle nord. Et pôle nord, toujours, un aimant, toujours pôle nord, pôle sud. Donc, dans la main, tu as un pôle nord, ici, c'est un pôle sud. Et toi, tu es côté pôle sud. Donc, dans la main, c'est un pôle sud, ici, c'est un pôle nord. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe quand on rapproche un pôle nord d'un pôle sud. Allez, tentative d'approche tous les 2. Est-ce que vous arrivez à faire en sorte que vos bouts de chaîne se touchent? Ah oui, on a toujours tendance à se coller. Un peu trop à droite, un peu trop en haut. Allez, on se décolle. Allez, alors un petit pas en arrière. Hop là, est-ce qu'on arrive à se décoller? Ouais, super. Nouvelle. Ah, trop haut.
nouvelle... Ouh, voilà. Et en fait, je voulais vous montrer que pôle Nord, pôle Sud, ça s'attire. Donc, je ne sais pas si vous remarquez que quand leur chaîne s'approche, comme deux aimants, elles s'attirent. Alors, peut-être dernière petite remarque avant qu'on arrête pour cette expérience. Il y a bien un champ magnétique, j'imagine que tout le monde est convaincu. Mais il n'y avait pas d'aimant ici, initialement. Du coup, il vient d'où, le champ magnétique? Eh bien, de l'électricité. Alors, tout à l'heure, les électrons étaient déjà là, mais ils ne circulaient pas. Par contre, à partir du moment où ils se sont mis à circuler, charge électrique en mouvement, il y a un champ magnétique qui est apparu. Alors là, il y a 500 ampères qui circulent dans les fils, mais si jamais je décroît l'intensité du courant, alors n'hésitez pas à vous décoller quand même, qu'on voit que ça ramollit. Alors en général, au départ, c'est quand même bien dressé, mais vous voyez, ça devient de plus en plus mou. Alors ouais, il y en a encore un peu, encore un petit peu, il n'y a presque plus rien, encore un peu, bon voilà, il n'y a plus rien du tout. Merci beaucoup tous les deux. Merci. Hop, merci. Alors, nouveau cadeau, au cas où il y avait un virus resté coincé sur la chaîne. Hop là. Et voilà, je vous réouvre. Alors, de le sentir comme ça, voilà. Alors, ce truc-là, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de le voir ou de même le sentir. L'objet en fer qui réagit à l'aimant, on a tous des frigos, on a des aimants sur nos frigos, on a déjà vu ça. Alors que l'objet en fer qui réagit à l'électricité, eh ben, on fait moins attention. Alors que, c'est pas qu'au Palais de la Découverte, c'est quelque chose de complètement général. Tout à l'heure, je vous ai dit, dès qu'il y a un aimant, il y a un champ magnétique. Eh bien, en fait, dès qu'il y a du courant électrique, dès que des électrons se déplacent, un champ magnétique apparaît. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne s'en rend pas compte à la maison? Enfin, je ne sais pas chez vous, moi, quand je branche un appareil électrique, il n'y a pas des champs magnétiques partout. Les trombones ne se mettent pas à se coller. Alors, comment ça se fait qu'on ne le réalise pas, ça, chez nous? Alors que là, les chaînes, elles se sont dressées. Alors, quelles peuvent être les différences? C'est la quantité de courant. Ben oui, la quantité, l'intensité du courant. À la maison, il n'y a jamais 500 ampères dans un fil. Oh là, ça aurait disjoncté direct. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a bien des champs magnétiques autour des fils à la maison. Simplement, ils sont tellement petits que passé 1 mm, il n'y a plus aucune chance de les détecter. Et donc là, on s'est dit, nous, au Palais de la Découverte, on va montrer que c'est possible, on augmente l'intensité. Alors après, déception. Un fil électrique parcouru par 500 ampères, c'est pas encore génial, le champ magnétique. C'est pour ça qu'on a fait des tours de fil. Une des raisons là, de mettre en place une bobine, c'était de se dire, j'ai un fil parcouru par 500 ampères, je fais un deuxième tour. C'est comme si j'avais 2 fils, 2 fois 500 ampères. Troisième tour, 3 fois 500 ampères. Donc là, ici, comme on a fait 100 tours de fil, on a l'équivalent de 100 fois 500 ampères. À nouveau, 100 tours de fil. Dans le dispositif ici, on est en équivalent 200 fois 500 ampères, ce qui fait... je vous laisserai refaire le calcul à la maison. 100 000, là, on est en équivalent 100 000 ampères. 100 000 ampères, ok, là, les chaînes, elles se dressent. Alors, le champ magnétique, d'ailleurs, parce que donc on a un champ magnétique un peu costaud ici, ça ne se mesure pas en ampères. Alors, on a utilisé le nom d'un physicien et inventeur serbe, pour donner l'unité du champ magnétique. Et ce physicien s'appelait Nikola Tesla. Alors, pas forcément l'unité la plus connue, mais voilà, aujourd'hui, officiellement, on mesure le champ magnétique en Tesla. Après, le Tesla, c'est une unité un peu décevante. Parce que là, on a tout donné. On a l'équivalent de 100 000 ampères. Et bien, le champ magnétique, lui, est top du top. Je vous donne la valeur maximale. Action conjointe des 2 bobines, il atteint 0,2 Tesla. Alors, dit comme ça envoie pas du rêve. Mais en vrai, 0,2 Tesla, c'est déjà pas mal. C'est un bon champ magnétique. D'ailleurs, on pourrait peut-être s'en convaincre. Si on mettait quelqu'un d'un peu costaud, là, à l'intérieur, là où le champ magnétique vaut 0,2 Tesla, et proposer à cette personne de se bagarrer contre le champ magnétique, voir un peu qui c'est qui l'emporte. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait volontaire? Donc cette fois-ci, pour carrément aller se glisser au milieu des bobines. Alors, ouais, ça vous dérangerait pas de venir? Ouais, allez. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut enlever? Là, j'avoue, le champ magnétique commence à être un peu intense. Alors, le téléphone portable, ça peut être plus prudent. Mais le truc vraiment qui a du mal avec le champ magnétique, c'est les bandes magnétiques. Il n'y a pas de ticket de métro, de passe Navigo dans les poches, ou même de carte bancaire, d'ailleurs.
Non. Par contre, le métal, franchement, ça va. Ça va pas être assez fort. Donc même les clés, tout ça, vous pouvez garder. C'est plutôt les bandes magnétiques. Bon, allez, vous étiez presque volontaire. Je sens que vous n'avez pas peur. Je vais bagarrer donc. Alors voilà, il va falloir que tu te bagarres. Alors, juste avant peut-être, comme tout le monde, tu as le droit à un peu de gel hydroalcoolique. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y a pas de courant électrique dans le fil, pas de champ magnétique, donc vraiment aucun risque. Est-ce que tu arrives à te faufiler à l'intérieur? Ouais. Alors voilà, n'hésite pas à être à l'aise, à t'installer bien comme il faut, à leur faire face même. Tu peux même être bien en face d'eux, mettre un pied de chaque côté. Pour l'instant, tu es content d'être là. Alors, par contre, le but de la bataille. Voilà, ils se demandent, mais c'est quoi l'histoire? En fait, le but de la bataille va consister à tenir cette barre en fer. Elle est un petit peu lourde, mais voilà. Et de la tenir à peu près comme tu le fais. En fait, le truc important, c'est qu'elle soit bien verticale. Pour l'instant, elle est verticale. Après, on a le droit de tricher. Hein. Si à un moment donné, il l'oublie, c'est comment la verticale. Vous avez le droit de lui rappeler. La verticale, c'est... Ouais, comme ça. Voilà. Tu as vu, il y a des gens qui t'indiquent. Ok, très bien. Oh, là, tu es carrément avec ton épée, on sent que tu es prêt pour la bataille. Ok. Donc, l'idée, c'est que moi, je vais à nouveau augmenter l'intensité du courant dans le fil. Tu vas être plongé dans un champ magnétique de plus en plus fort. Et le seul truc qui t'intéresse, limite le champ magnétique, tu t'en fiches, c'est ta barre. Il faut que la barre, elle reste bien verticale. Bon, allez, ok, on y va. Alors, ça monte progressivement. Hein. Donc là, je suis déjà à 100 ampères. Allez, 150 ampères, est-ce que ça va? Ok. Oui, c'est pas mal là. Là, pour l'instant, c'est bien vertical. On a même l'impression qu'il ne se passe rien de spécial. Du coup, je monte à 200 ampères. Hein. Alors, je continue de grimper. Le champ magnétique va devenir un petit peu plus intense. Non, c'est pas vertical du tout. Alors là, peut-être que tu as le droit de changer la position de tes mains parce que je sens que déjà la bataille commence à être un peu compliquée. Alors, parfois, quand on écarte les mains, c'est un peu plus facile. On fait effet de levier. Ok, c'est pas mal là. Ok, bon, alors moi je pense qu'il s'en sort bien à 200 ampères, mais évidemment je suis pas très sympa. Allez, on monte à 400, allez, 350, 400 ampères. Donc là, plus ça va aller, plus le champ magnétique va être intense. Alors voilà, on essaie de résister. Je sais qu'il a le masque, hein, mais en général à ce moment-là, le sourire est un peu plus crispé. Il n'y a pas encore de goutte de sueur qui apparaît, mais on n'est pas loin. Alors, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, je vais monter au maximum. Donc au maximum, voilà, le seul truc, mais ça tu le fais bien, c'est qu'il ne faut pas que la barre soit trop près de ton nez, parce que si jamais elle tape sur l'entreferme. Ok. Alors là, pas le droit de lâcher. Hein. Là, ça y est, on est à 0,2 Tesla. Alors, il est en mode gainage, là, il tient. Bon, en réalité, il se dit que cet exercice est débile. En vrai, comment tu auras envie de te mettre là? On arrête ces trucs idiots. La barre, est-ce qu'il n'y aurait pas des moments où elle serait un petit peu plus à l'aise ou des positions dans lesquelles ce serait plus simple? Si tu relâches, est-ce que tu sens pas? Voilà, tu relâches la barre. Admettons que tu essaies de ne plus forcer. Est-ce que tu sens? Alors, tu peux presque la lâcher, mais en réalité, tu peux même quelque part l'orienter. Est-ce que tu sens que c'est pas plus facile là? Oui. Alors, j'aime bien vous montrer cette position-là parce que parfois, les gens imaginent que le champ magnétique interagit avec le cerveau humain et qu'en fait, la personne à l'intérieur est un petit peu toute tremblante, elle commence à danser, ça va pas du tout. En fait, c'était pas lui qui subissait le champ magnétique, c'était la barre. Et alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la barre, elle n'aime pas du tout être à la verticale. Ça, elle n'aime pas du tout. Elle préfère être à... l'horizontale. Alors, des horizontales, il y en a plein. Hein. En principe, si tu fais ça, dans tous les cas, c'est pas trop compliqué. Par contre, ça aussi, c'est horizontal. La barre, elle accepte que tu pivotes comme ça avec elle. Alors, on va pas lui casser le dos, hein, mais je sais pas si vous avez vu que non, la barre est devenue super têtue. En fait, oui, non, là, elle aime pas. La barre veut rester dans cette position-là. Et souvent, il y a un petit moment, à ce moment-là, où la personne se dit « je suis coincée entre deux bobines avec une barre qui veut rester comme ça. Comment il va faire pour sortir ?» Alors, si tu avais envie de sortir des bobines avec ta barre, alors est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire Ouais, je pense que le mieux, c'est encore... Alors, c'est pas simple parce qu'il faut réussir à enjamber quand même, mais de la laisser à l'horizontale. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Alors... Alors, tu peux la lâcher. Hop là, attention à toi. Et du coup, si tu l'as lâché, tu sors comme tu peux. Super. Attention à la tête. Génial. Alors, si tu la récupères comme ça, tu vas leur montrer qu'en plus, elle est attirée vers l'intérieur. Alors, elle veut vraiment qu'il la récupère. Et là, pour le coup, je crois qu'il a vraiment mérité vos applaudissements parce qu'il s'en est bien sorti. Ça va? Alors, sur 2 minutes, un tout petit peu de gel. J'arrive. Hop là. Hop là. J'ai une
pas besoin de s'ouvrir, parfait. Alors oui, pour ceux qui en doutaient encore, 0,2 Tesla, c'est costaud. Hein. On peut commencer à se faire les muscles avec un champ magnétique de 0,2 Tesla. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous montrer dans cette expérience, c'est qu'un champ magnétique, c'est jamais n'importe comment. Un champ magnétique, ça a toujours une direction. Et aussi un sens. Bon, là, on n'a pas trop vu le sens, mais on a vu la direction. Parce que quand vous prenez un objet en fer, alors mis à part s'il est parfaitement sphérique, hein, mais n'importe quel objet en fer, vous le plongez dans un champ magnétique, choup, il a tendance à s'aligner dans la direction du champ magnétique. Du coup, est-ce que vous avez deviné, là, entre les bobines, le champ magnétique, il est dans quelle direction? Ouais, il est horizontal. Horizontal comme ceci. Donc, un peu partout, là, le champ magnétique est dans cette direction-là. Ensuite, même s'il est plus intense à l'intérieur, en réalité, il sort. Hein, ce champ magnétique n'a aucune raison de s'arrêter. Et du coup, on va essayer de regarder un petit peu à quoi il ressemble autour des bobines. Et pour ce faire, nous allons nous servir de ces petites aiguilles en fer. Donc, dans la première partie de l'expérience, hein, vous vous souvenez, on avait une barre en fer dans les bobines. Et bien là, maintenant, nous avons des aiguilles, mais qui peuvent tourner hein, autour de leur clou. Je vais à nouveau augmenter l'intensité du courant. Champ magnétique, elle devrait réagir. Oh, ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu là déjà, ça commence. Alors, évidemment, plus vite pour les aiguilles qui sont proches du fil, parce que le champ magnétique est un peu plus faible quand on s'éloigne. Mais là, ça continue de grimper. Oh, on va presque toutes les avoir. Bon, ok, il y en a une qui fait un peu la tête. Bon, ça arrive de temps en temps. On gruge. Ah, même pas. Ah, là, c'est parfait aujourd'hui. Bon, alors, en fait, parfait, mais là, vous devez vous dire, bah, il a quoi comme forme le champ magnétique? C'est pas très, très clair. Alors, on dirait que là, c'est à peu près horizontal, mais... Alors, le dessin qu'en général, on connaît, qu'on apprend à l'école, je vais essayer de le faire apparaître en faisant ça. Alors, il faut reconstruire mentalement, hein. Et je ne sais pas si vous voyez quelque chose se dessiner au moment où les aiguilles passent au-dessus des bobines. Ouais, ça ressemble un peu, voilà, à une espèce de pont. Alors oui, ça repasse à l'horizontale. En réalité, pour avoir le schéma en entier, il faut se souvenir qu'ici, c'est horizontal. Donc le champ magnétique est horizontal. Arrivé là, il remonte, puis il passe par au-dessus et hop, il rentre de l'autre côté. Alors, à force de faire ça, c'est vrai qu'on s'est mis à parler, vous avez déjà entendu cette expression, de lignes de champ magnétique ou encore de boucles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous les imaginer, ces boucles, hein, mais voilà, les aiguilles dessinent les boucles. Alors, on dit que c'est bouclé. Pour le champ magnétique, en tout cas, tout doit être fermé. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginez au-dessus, il va falloir que ça revienne connecté à l'intérieur. Pour le champ magnétique, on n'a jamais une ligne qui part comme ça à l'infini. Et ce schéma-là, eh bien, vous pouvez l'imaginer tout autour des bobines. Si j'avais mis les aiguilles ici, bah, j'aurais aussi vu des boucles de champ magnétique. Il y en a aussi à l'horizontale, il y en a même qui passent par en dessous. Hein. Tout ça, c'est symétrique. Vous avez vraiment le même schéma du champ magnétique tout autour des fils. Et alors, parfois, les gens connaissent ce schéma-là parce qu'en fait, autour d'un aimant, donc un aimant droit, un permanent comme celui-là, eh bien, c'est le même schéma. Ça veut dire que si vous mettez de la poudre de fer autour de l'aimant, bah vous allez voir, la poudre aussi, elle dessine des boucles, alors qui partent du pôle nord, qui vont vers le pôle sud. Il y en a aussi en dessous. Si vous mettez la poudre à l'horizontale, vous avez aussi des boucles à l'horizontale. Pour la forme du champ magnétique, on peut vraiment prendre du courant dans une bobine ou un aimant droit, pôle nord, pôle sud. On a vraiment la même forme de champ magnétique. On peut prendre l'un ou l'autre au choix. Alors, j'ai l'impression d'avoir été un peu bavarde là quand même depuis le début. Je vous ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions, des remarques qui vous viennent par rapport à ces premiers petits éléments? Pour l'instant, ça va? Eh bien, si pour l'instant, ça va, on va aller un peu plus loin. Pour commencer à faire des trucs un peu plus rigolos, on a besoin de mettre en place un deuxième grand principe de l'électromagnétisme. Parce que finalement, pour l'instant, le seul principe que j'utilise, c'est l'idée que dès qu'il y a du courant, ça s'accompagne d'un champ magnétique. Alors, cette histoire-là, par ailleurs, ça fait cette année tout pile 200 ans qu'on le sait. C'était Ørsted qui découvrait ça en 1820. Charge électrique qui se déplace, le champ magnétique apparaît. Mais ce qu'on aime bien faire, on aimerait faire aujourd'hui pour aller un peu plus loin, c'est de vérifier que l'inverse marche aussi. Donc, l'inverse, c'est quoi? C'est-à-dire que là, pour l'instant, je pars du courant électrique, hein, je fournis le courant, hop, le champ magnétique apparaît. Mais si je pars du champ magnétique cette fois, admettons j'ai un aimant, donc un champ magnétique, avec ce champ magnétique, il n'y aurait pas moyen d'obtenir du courant électrique, de l'électricité. Alors, obtenir de l'électricité avec un aimant, est-ce que c'est possible ça?
Alors, a priori, oui, hein, peut-être vous l'avez même déjà fait sans vous en rendre compte. Moi, je vais vous proposer qu'on refasse l'expérience de Michael Faraday. On attribue la découverte de ce phénomène à Michael Faraday, c'était en 1831. Comment obtenir de l'électricité avec un aimant? Et du coup, je viens chercher un fil. Alors, ça peut paraître un peu gros comme installation, mais je vous assure, c'est juste un fil. Si je l'incline bien, peut-être même, vous pourrez réussir à le voir. Donc, c'est un fil électrique en cuivre, un petit peu fin, voilà, qu'on a enroulé. Et l'idée, c'est que de l'électricité apparaisse dans ce fil. Et que ça se voit. Oui. Alors, au bout d'un moment, on a relié le fil à une petite ampoule. Si ça marche, mon histoire, qu'il y a bien de l'électricité dans le fil, l'ampoule devrait s'allumer. Après, je ne vais pas tricher ici, hein. Il n'y a pas du tout de pile là-dedans. Je ne vais pas brancher mon fil. Hein. Vous voyez, il est tout nu, hein. C'est juste un fil. Parce que le but du jeu, c'est d'obtenir du courant avec un aimant. Et là, je dois quand même vous avouer, pourtant, à un moment, je me suis un peu entraînée. Je n'arrive pas à allumer 7 ampoules avec 7 aimants. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est le problème. Vous avez le droit de me dire, t'es pas assez forte. C'est une façon de voir le problème. Bon, après, vous êtes coincé avec moi, oui. Est-ce que l'aimant est trop petit? Mais oui, il n'est pas assez puissant. Moi, je suis pas assez forte, lui, il n'est pas assez puissant. Ouais, non, là, c'est pas terrible, ce champ magnétique-là. Non, ce serait bien d'avoir un champ magnétique qui soit quand même beaucoup plus costaud, pour que moi, je m'en sorte. Bah, du coup, comment je vais le faire? Bah oui, alors, j'aime bien que ça vienne de vous parce que je vais tricher un tout petit peu. Alors, je vais tricher parce que ceci n'est pas vraiment un aimant. Alors, Michael Faraday avait utilisé des vrais aimants, hein, des aimants permanents, mais il avait des aimants un peu costauds. Moi, je vais vous demander de vous imaginer que ceci est un aimant. Tout à l'heure, je vous ai montré que la forme du champ magnétique était la même. Donc voilà, un petit effort d'imagination. On a un aimant, pôle nord, pôle sud. Et on va faire l'expérience avec ce truc-là. Si j'arrive pas à allumer une petite ampoule avec ce champ magnétique, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Du coup, voilà, on va imaginer que c'est un aimant. Je vais rapprocher le fil de ce côté-là. Après, j'avoue, l'ampoule n'est pas bien grosse. Donc, du coup, je vais éteindre quelques lumières qu'on la voit mieux briller. Ah, super jeu de lumière au palais. Alors, en réalité, pour l'instant, ceci n'est pas un aimant. Il faut quand même que je l'alimente en courant. Moi, je vais l'alimenter en courant. Finalement, le champ magnétique va apparaître. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est cette petite ampoule-là. Bon, bah, c'est parti. Alors, ensuite, je vous avoue, moi, de là où je suis placée, je ne la vois pas, l'ampoule. Hein. Donc là, je vais vous faire un peu confiance, ceux qui sont en face. Donc là, je suis déjà à 200 ampères dans l'électroaimant. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il se passe rien. Ok, bon, 400 ampères dans l'électroaimant. Bon, allez, 500 ampères. Et la petite ampoule, on peut voir qu'elle ne s'allume pas. Oui, ben non, en fait, ouais, il ne se passe rien. Ça marche pas, ce truc-là. Hein. C'est pas parce que vous rapprochiez un fil électrique d'un aimant, même d'un énorme aimant d'ailleurs. Vous pouvez prendre l'aimant hyper costaud. Ah oui, je vous ai pas dit, Michael Faraday, il est resté 10 ans là-dessus. Hein. Donc il a tout essayé. Hein. Pôle Nord, bah, il n'y avait pas de courant. Oh, allez, tiens, pôle Sud, hein, il n'y avait pas de courant. Non, en fait, il manque quelque chose. Là. Si on veut que l'électricité apparaisse, il va falloir... Alors, des fois, les gens le devinent à la tête de mon système expérimental. Des fois, les gens se disent, bah oui, il y a une manivelle. Oui, alors Michael Faraday n'avait pas la manivelle, lui, hein, il a dû deviner tout seul. Mais en fait, cette idée, c'est un peu le principe de la dynamo. Si vous avez des dynamos sur vos vélos et que vous voulez que la lampe s'allume, il faut pédaler. Bon, en fait, vous pédalez, vous secouez, vous tournez une manivelle, n'importe quoi, mais il faut que ça bouge. Donc moi, je vais faire bouger le fil. Attention, c'est parti. Oh, et ça s'allume! Alors, j'espère que vous arrivez tous à deviner ça. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, alors elle est toute heureuse parce qu'elle arrive à allumer une petite ampoule. En général, je suis la seule à être heureuse à ce moment-là, il n'y avait pas que vous. Mais moi, je suis toujours heureuse parce que ce truc-là, c'est super simple. Et là, je suis juste en train de faire bouger un fil près d'un aimant. Et en réalité, si vous faites bouger un aimant près d'un fil, ça marche aussi. Il suffit qu'il y ait l'un qui bouge par rapport à l'autre et il y a de l'électricité qui apparaît. Oh d'ailleurs, c'est tellement simple ce truc-là. Vous croyez que c'est ça qu'il faut au Palais de la Découverte, enfin chez EDF, pour qu'on ait de l'électricité à la maison, au Palais de la Découverte? Alors en général, je valide toutes les réponses. C'est-à-dire que ceux qui me disent oui, eh ben oui, aujourd'hui on fait comme ça. En tout cas, quasiment 99% du courant en France est produit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on fait bouger des fils à côté d'aimants.
Alors, des vrais aimants, par contre. Hein. On ne va pas utiliser de l'électricité pour avoir de l'électricité. Non. Donc, du coup, dans les centrales électriques, vous avez des énormes aimants qui font plusieurs milliers de tonnes. Hein. C'est vraiment des gros trucs. Et soit on va faire tourner l'aimant, soit on va faire tourner le fil. Et au moment du mouvement de l'un par rapport à l'autre, l'électricité apparaît. Alors, j'ai tendance aussi quand même à valider ceux qui disent non. Parce que c'est vrai, repartez pas d'ici en vous disant que toute la journée, les agents EDF pédalent pour faire bouger les fils à côté des aimants. Donc non, c'est quand même pas les agents EDF qui pédalent. Du coup, comment on fait pour faire bouger le fil? Avec des turbines. Alors ouais, des turbines, mais comment on fait pour qu'elle tourne la turbine? Comment on fait pour obtenir le mouvement? Si on ne veut pas utiliser d'esclaves, si on ne veut pas utiliser de hamsters, si on ne veut pas que les agents EDF pédalent, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse bouger le fil. De l'eau et de la vapeur. Oui, alors de la vapeur, ça peut marcher. Alors c'est d'ailleurs les principales centrales, ce qu'on appelle les centrales thermiques. Il y a l'idée d'utiliser l'eau. Alors elle va passer à l'état de vapeur. En fait, le truc principal, c'est de se dire, je prends de l'eau que j'enferme dans une boîte, et si je la chauffe, elle passe à l'état de vapeur. Mais la vapeur, ça prend beaucoup plus de place que l'eau liquide. Et du coup, vous allez obtenir de la vapeur sous pression. Et c'est cette vapeur sous pression, si vous la libérez contre le fil ou contre l'aimant, ça va faire bouger. Et c'est au moment du mouvement, en fait, que le courant apparaît. Par contre, si on veut chauffer de l'eau, du coup, pour obtenir de la vapeur, bah oui, justement, il faut bien la chauffer. Comment on fait pour chauffer l'eau, du coup? Nucléaire. Ah, petite spécificité française, nous, quand on veut chauffer de l'eau, on utilise l'énergie nucléaire. Mais c'est vrai, mais en réalité, si vous faites brûler du charbon, vous faites brûler du gaz, si vous en avez plein, vous pouvez faire brûler du pétrole aussi. En fait, tous les moyens sont bons. Par contre, à un moment donné, en effet, il va falloir chauffer de l'eau. Et le moment important, c'est le moment du mouvement du fil par rapport à l'aimant. Si vous êtes plutôt énergie renouvelable, vous pouvez peut-être penser à l'énergie du vent, qui fait tourner une éolienne. Bon, on a besoin que ça tourne, hein, mais quand l'éolienne tourne, on a le mouvement entre le fil et l'aimant. Si vous avez envie d'utiliser un barrage, hein, l'idée c'est de retenir de l'eau sur une grande hauteur. À un moment donné, on laisse tomber l'eau sur la turbine. Et donc l'idée c'est que l'eau en tombant va faire tourner la turbine. Et donc on obtient un mouvement d'un fil par rapport à un aimant. Des questions, des remarques là-dessus? Les 1%. Les 1%. Ah, alors oui, alors c'est en train d'augmenter cette part-là. Quels sont les autres pourcents? Alors, on utilise plus de piles, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'avant cette découverte-là, alors c'était les piles, mais les piles, pensez pas à une pile, quoi. Enfin, une pile! Les gens, ils ont inventé des piles, mais énormes, hein, grosses comme des pièces. Et en plus, les piles, c'est de la chimie, ça pue, enfin bref. Donc, c'était quand même une belle découverte. Par contre, aujourd'hui, on a les panneaux solaires. Alors, en général, je ne prends pas le temps de rentrer dans cette technologie-là, mais les panneaux solaires, il n'y a pas ce phénomène-là. Et c'est en effet une part de l'énergie qui commence à prendre de plus en plus de place. Et là, on n'a pas ce mouvement du fil par rapport à l'aimant. Mais il y a quand même encore énormément de centrales électriques qui fonctionnent là-dessus. D'autres remarques ou questions? Non, ça va? Eh bien, écoutez, si ça va, je pense qu'on est un peu prêt à passer l'étape du PSU avec des expériences un petit peu plus, un peu plus sophistiquées. En fait, on va passer à des expériences dans lesquelles les deux principes qu'on vient de voir vont se mélanger. Alors, juste avant qu'on les mélange et qu'on soit tout perdu, du coup, je les répète juste une fois, je rappelle ce qu'on a vu ensemble. Donc, on a vu, en début, grâce à Oersted, 1820, que dès qu'il y a de l'électricité, un champ magnétique apparaît. Et là, ce qu'on vient de voir avec Michael Faraday, c'est que si on a un champ magnétique cette fois, et que ça bouge, alors on peut obtenir de l'électricité. Alors, on va essayer de faire en sorte que les deux se mélangent. Et en fait, la principale différence de notre dispositif expérimental, c'est que pour l'instant, là, dans le fil, les électrons, grosso modo, ils allaient toujours dans le même sens. En fait, là, on alimente un courant continu. Mais à la maison, ce n'est pas le cas. Les électrons dans les fils ont tendance à faire des allers-retours. Et quand les électrons font des allers-retours, on parle de courant alternatif. Et donc maintenant, je vais vous présenter quelques expériences en courant alternatif. Simplement, ces expériences-là, j'avoue, se trouvent dans une autre partie de la salle. Donc on va prendre juste 1 ou 2 minutes. On va se déplacer pour aller voir un petit peu ce qu'on obtient avec du courant alternatif. Ok. Alors, comme je vous le disais, la principale différence avec ce que je vais vous présenter maintenant par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, on alimente un courant alternatif. Donc, par exemple, dans cette petite expérience, les fils électriques sont localisés ici. Courant alternatif, les électrons vont faire des allers-retours.
Alors, on peut avoir une idée du nombre d'allers-retours que font les électrons par seconde, c'est-à-dire obtenir la fréquence du courant alternatif. Là, ici, on est branché, c'est comme à la maison, on alimente en 50 Hz. Donc, ça veut dire que les électrons vont faire 50 allers-retours par seconde. Ensuite, ce qu'on a vu tout à l'heure marche toujours, hein. C'est-à-dire que dès que les électrons vont se mettre en mouvement, courant électrique, un champ magnétique va apparaître, avec un pôle nord et un pôle sud. Mais à votre avis, si les électrons changent de sens, pôle nord, pôle sud, ça fait quoi? Eh bien, ça s'inverse. Donc, en fait, quand vous avez du courant alternatif, vu que les électrons font des allers-retours, le champ magnétique n'arrête pas de faire des allers-retours. Pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud. 50 fois par seconde. Oh, mais un champ magnétique qui fait des allers-retours, c'est un champ magnétique qui bouge. Et on a vu ensemble, champ magnétique et mouvement, on peut obtenir du courant. Alors, pour être très honnête, c'est dans ces expériences que nous, les médiateurs, on enlève les montres, on enlève le téléphone portable, parce que tout à l'heure, finalement, le champ magnétique était quasiment fixe. Ça va. Là, par contre, vu que j'ai un champ magnétique variable, je rajoute n'importe quoi de conducteur, il y a du courant qui apparaît dedans. Je n'ai pas trop envie de faire griller mon téléphone, mais je peux quand même vous prouver que ça marche. Alors, je pourrais vous le prouver, par exemple, avec un fil. Ça, c'est juste un fil. Alors, on a mis une petite ampoule parce qu'on veut que ça se voit. Et simplement, je rapproche le fil. Je le mets dans les parages. J'alimente en courant alternatif. Et ça s'allume. Voilà, donc là, on obtient du courant électrique. Vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de connecter. Je n'ai pas relié les fils. Là, on obtient du courant à distance via le champ magnétique qui bouge. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle induction. Si vous avez des choses chez vous qui fonctionnent par induction, ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin de relier électriquement. Alors peut-être que c'est votre brosse à dents électrique que vous rechargez par induction en la posant sur le chargeur. Peut-être un jour ce sera votre téléphone portable. Et donc voilà, aujourd'hui, ça finit par arriver dans nos maisons, obtenir du courant par induction. Après, au Palais de la Découverte, on aime bien faire des trucs qui, pour le coup, ne sont pas vraiment utiles, mais un peu marrants quand même. Il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est faire apparaître du courant dans des anneaux d'aluminium. Alors, j'avoue, il ne va pas se recharger. Bon, il ne va même pas s'allumer. Mais il va quand même réagir. Du coup, je vous propose qu'on essaye. Donc, l'aluminium, c'est un très bon conducteur de courant. Donc, il n'y a pas de souci, champ magnétique variable, de l'électricité va apparaître. Et que va-t-il arriver à cet anneau si de l'électricité apparaît à l'intérieur? Allez, j'alimente en courant alternatif. 1, 2 et 3. Alors, en effet, il ne s'est pas allumé. Il ne s'est pas rechargé non plus, mais il décolle. Alors bon, je ne sais pas si ça peut être utile, si vous pensez à des idées d'application de ce truc-là ou pas. Toujours est-il quand même, je ne sais pas vous, mais que parfois on est un peu surpris du fait que cet anneau décolle. Parce que non, je vous assure, ce n'est pas parce qu'il y a du courant électrique dans l'aluminium que l'aluminium, ça saute. Vous pouvez essayer avec une pile, du papier d'aluminium. L'aluminium ne va pas sauter parce qu'il est parcouru par un courant. Ce qui signifie qu'ici, il s'est passé quelque chose en plus. Et en même temps, je vous ai tout dit. Il n'y a rien de caché là-dedans. Il y a simplement du courant alternatif dans les fils. Ouais, bon, du coup, il y a un champ magnétique qui fait des allers-retours. Ah oui, mais champ magnétique variable, ça induit du courant dans l'aluminium. Et on a vu tout à l'heure avec Herstet, dès qu'il y a du courant, ça s'accompagne d'un champ magnétique. Donc en fait, ici, vous avez deux champs magnétiques. Vous avez le champ magnétique autour des fils, mais vous avez le champ magnétique autour de l'anneau. Ben là, c'est un peu comme si vous jouiez avec deux aimants. Alors c'est vrai, des fois, les aimants, ça s'attire. Mais des fois, ça se repousse. Et là, ça s'attire ou ça se repousse? Ça se repousse. L'anneau décolle. Après, le truc qui est quand même vraiment bien quand on a de l'induction, c'est qu'en fait, cet anneau, il est toujours repoussé. Alors, si vous essayez de faire un truc un peu comme ça, alors juste pour vous prouver quand même qu'il est coincé, il faut vraiment que je le force à redescendre. Sinon, il est toujours repoussé. Parce qu'avec deux aimants, même si vous voulez vous mettre en mode deux pôles nord, ça se repousse, vous lâchez, il y en a un qui va se retourner, ça va venir se coller. Eh bien, lui, il n'a aucune raison, même s'il voulait se retourner, de se retourner. Alors, ce truc-là, que ça repousse toujours, on l'a même érigé sous forme de loi. En électromagnétisme, on appelle ça la loi de Lenz-Faraday. Et en gros, ça nous dit que si on a un champ magnétique pair, ça c'est le papa, qui induit un champ magnétique fils, eh ben, on aura toujours un fils à l'adolescence. Ça veut dire que si le père il fait pôle nord, pôle sud, à votre avis, le fils il fait quoi? Bah, pôle sud, pôle nord. De pôle sud, ça se repousse. Mais le père est conciliant là, il change de sens. À votre avis, le fils il fait quoi?
Et bien il change de sens aussi, et il est encore repoussé. Donc en fait là-dedans on a du courant alternatif, mais dans l'anneau il y a du courant alternatif, parce que le courant apparaît de façon à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Et c'est ça qui fait que je peux maintenir cet anneau. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Alors peut-être que vous avez noté à un moment donné que je fais ouh. Alors en réalité, c'est vrai qu'on n'a pas allumé cet anneau, on ne l'a pas rechargé, mais on a quand même eu un petit effet. Alors lui, il n'est pas lié à l'induction. Hein. C'est un phénomène qui apparaît à partir du moment où du courant circule quelque part. Alors je ne sais pas si vous avez froid aux mains. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent s'amuser à se réchauffer les mains. Alors moi, je t'invite à le tenir par la tranche. Et si tu n'aimes pas trop, voilà, tu files à ton voisin. Ouais, ton voisin, il aime bien. Ok. Alors je ne sais pas si vous devinez là pourquoi ils sont en train de jouer avec cet anneau. Ouais, il y en a qui sentent un peu moins l'effet. Oui, cet anneau est chaud. Alors ce truc-là, qu'on appelle l'effet Joule, merci, c'est pas lié, comme je vous disais, au fait qu'il y ait de l'induction, c'est vraiment lié au fait qu'il y ait du courant. Et c'est vrai que dans cette expérience, la façon dont elle est construite, le courant, l'intensité du courant dans l'aluminium est quand même assez costaud, et donc ça a fait chauffer l'anneau. Alors après, si ça va pour cette petite expérience-là, ce que je vous proposerais bien, c'est qu'on fasse la même, mais en plus gros. Parce que c'est toujours mieux quand c'est plus gros. Et du coup, je vais vous proposer qu'on alimente celle-là. Et puis, je ne vais pas mettre longtemps à vous expliquer comment fonctionne celle-ci, parce que c'est vraiment les deux mêmes dans la philosophie, c'est la même expérience. Alors ici, vous vous souvenez, hein, j'avais des fils parcourus par un courant alternatif. Maintenant, j'ai un câble un peu plus gros, parcouru par un courant alternatif. Alors, c'est un peu plus gros parce que là-dedans, on va monter quand même jusqu'à 800 ampères. Ça va pas tâter pas mal. Et on va également augmenter la fréquence. Il y aura un petit effet secondaire. Et c'est-à-dire que là, les électrons vont faire 900 allers-retours par seconde. On est alimenté en 900 Hz. Mais toujours pareil, hein, courant alternatif, champ magnétique qui fait des allers-retours, champ magnétique variable, je vais induire du courant. C'est plus un anneau, mais c'est une plaque d'aluminium. Mais si c'est la même expérience, qu'est-ce qui devrait se passer? Elle devrait sauter. Alors, on va espérer que cette plaque saute. Juste, je vérifie quand même que ça fonctionne bien. Ok. Alors, j'espère qu'elle va sauter. Sauf que là, il y avait un fil de sécurité. Là, il n'y a plus de fil de sécurité. Alors, je vais la mettre un peu au milieu, dans cette plaque, pour espérer que tout se passe bien. Si par malheur, au moment où elle saute, elle part vers vous, il va falloir se baisser. Ah bah oui, celui qui oublie de se baisser, il est décapité. Non, mais on va y aller progressivement, on va monter tranquillement jusqu'à 800 ampères. On devrait l'avoir bougé un peu cette plaque avant qu'elle ne saute. Alors, je vois que la fréquence est en train d'augmenter. Dès que cette lumière s'allumera en vert, c'est que la manip sera prête. On sent que tout est déjà en train de monter. Ah, ça y est, c'est bon. Bon bah, c'est parti, hein. On y va. Ok. Donc là, il y a l'intensité qui doit être en train d'augmenter. Est-ce que ça marche? Oh, on sent que ça marche. Au moins, on entend que ça marche. Alors, est-ce que vous l'avez volé cette... Oh, oui, ça a marché. La plaque a encore sauté. Bon, par contre, non, vous n'avez pas été décapité. En fait, on a le droit de tuer personne au Palais de la Découverte. Alors, en réalité, on a un peu triché. En dessous, on a mis une autre bobine. Et comme les courants sont toujours en sens opposé, ça permet à la forme du champ magnétique de maintenir le tout et de laisser la plaque en place. En fait, ce qu'on voulait montrer ici, c'est que la lévitation, ça existe. Possible la lévitation magnétique grâce à la loi de Lenz-Faraday et au courant alternatif. Alors nous, on aime bien s'imaginer que c'est comme une table qui vole. C'est trop cool, on a un dîner sur une table volante. Oh, et si vous avez une table qui vole, vous sortez le grand jeu. C'est au moins dîner aux chandelles. Alors on a voilà, des petites chandelles avec des ampoules. Mais comme on a un champ magnétique qui bouge, on peut allumer les chandelles à distance. Champ magnétique variable, on a une table qui vole, on allume les chandelles. Alors, il faut viser un peu la table quand même. Peut-être qu'on pourrait charger notre portable. Alors, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses pendant ce dîner, mais il y aurait quand même un truc qu'il ne faudrait pas faire. Ça, c'est de l'eau.
Sinon, je ne vous en mettrai pas dessus. Hein. Oh, c'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau. Si pendant le dîner, vous décidez de toucher la table, eh ben vous ne le faites pas longtemps. Il y a un vrai problème avec cette table. Hein. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vous parle d'induction. Peut-être vous avez pensé aux plaques à induction qui permettent de chauffer la casserole. Bon, bah cette plaque est une casserole. L'eau s'évapore instantanément. Là, on est peut-être à 200 ou 300 degrés. Par contre, si vous avez déjà entendu parler des plaques à induction, on vous aura peut-être dit que la plaque, elle chauffe la casserole, mais elle ne se chauffe pas elle-même. Un truc que si on ne met pas de casserole, on peut toucher la plaque. Bah regardez. Pas de problème, hein. Là, je peux toucher. Ah, après, je fais pas l'idiote. Celle-ci, je la touche pas, parce que là, je me brûle assez vite. Mais ça, ici, je peux toucher. Bon, je vais couper quand même, parce que le son n'est pas très agréable. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre un peu le mystère. Alors, peut-être déjà savoir comment ça se fait que la plaque en aluminium était chaude. Effet Joule. Effet Joule, voilà, il y a du courant. Finalement, un peu comme l'anneau d'aluminium tout à l'heure, du courant a circulé dans la plaque, visiblement de façon assez intense, et donc elle a chauffé par effet Joule. En fait, la grande question, c'est pourquoi la plaque en verre n'a pas chauffé, elle? Parce qu'il n'y a pas de courant. Et il n'y a pas de courant parce que le verre, c'est isolant, voilà, c'est pas conducteur. Aussi, c'est pas conducteur, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, ça chauffe pas. Alors, il y a des différences quand même dans la plaque à induction, mais le truc principal, c'est ça, c'est je vais induire des phénomènes dans la casserole va chauffer. Par contre, la plaque elle-même est dans un matériau isolant non magnétique, il ne se passe rien dans la plaque, et donc elle ne se chauffe pas elle-même. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques qui vous viennent par rapport à ça? Je voulais savoir, pourquoi nos casseroles se lévitent pas alors? Pourquoi les casseroles ne volent pas alors, très bonne question. Alors, là, je pense que la raison originale, principale, c'est qu'à la maison, vous n'avez pas 800 ampères dans la plaque à induction. Donc même si on a les mêmes phénomènes, ils sont tous beaucoup plus faibles. Alors beaucoup plus faibles, ça veut dire que même la répulsion magnétique est beaucoup plus faible. Et deuxième raison aussi, qui fait que ça peut ne pas décoller, c'est que la plaque est en aluminium. L'aluminium, c'est un des métaux, le métal le plus léger, le moins dense. Les casseroles pour les plaques à induction ne sont pas en aluminium. Je ne sais pas si vous le savez, ça doit être des casseroles un peu spéciales qui contiennent du fer. Notamment, il faut que ça contienne du fer. Et la raison, c'est qu'en fait, vu que c'est moins intense, s'il n'y avait que l'effet Joule, ça ne chaufferait pas aussi bien que ça. Alors du coup, on rajoute quelque chose. Dans la casserole, on met du fer, parce que comme le fer est magnétique, et qu'il y a un champ magnétique qui danse comme ça, vous allez avoir tous les petits moments magnétiques des atomes de fer qui vont se mettre à danser aussi, et ça chauffe beaucoup. Donc en plus de l'effet Joule, vous avez ce phénomène-là. Mais bon voilà, le fer, c'est plus lourd, même l'acier, c'est plus dense, et le phénomène de répulsion est plus faible, si bien que malheureusement, les casseroles ne l'évitent pas. Mais on a quand même beaucoup de similitudes dans les processus. J'ai répondu à votre question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Parce que des fois, les gens me parlent du bruit. Parce qu'on est vraiment désolé pour ce bruit atroce. Et je vous assure que si on avait pu l'empêcher, on l'aurait empêché. En général, d'ailleurs, quand vous entendez du bruit, il faut que vous vous disiez « Oh là, quelque part, il y a quelque chose qui vibre. » Et comme c'est en train de vibrer, la vibration se propage dans l'air, arrive jusqu'à nos oreilles. Bon, si on n'a pas envie que ça vibre, on peut toujours se dire « Allez, on va tout coller, tout scotcher, là, ça ne va pas bouger. » Mais dans l'expérience, il y a un truc qu'on ne va pas scotcher, sinon c'est un peu trop triste. C'est la plaque. C'est la plaque elle-même qui est en train de vibrer. Alors, on ne voit pas que la plaque vibre. Alors déjà, pourquoi elle vibre? Moi, je vous ai dit qu'il y avait des électrons qui faisaient des allers-retours et que donc les champs magnétiques étaient tout le temps en train de se repousser. Vous vous souvenez, loi de Lenz-Faraday? Oui, sauf que là, ça se repousse. Là, ça se repousse. Ah bah là, ça ne se repousse plus. Et comme on est à 900 Hz, c'est 1800 fois par seconde que les champs magnétiques sont à l'horizontale. Donc 1800 fois par seconde, la plaque, elle descend. Puis elle remonte, puis elle descend, puis elle remonte. Donc là, oui, on a une plaque vibrante. Et alors, je suis un peu désolée parce que 1800 Hz, je crois que c'est le son le plus désagréable pour l'oreille humaine. Mais bon, c'était la fréquence à laquelle ça allait éviter le mieux. Alors, si pour cette expérience-là, ça va, là, il faut que je vous avoue, ça, c'est bien la petite expérience. Mais en fait, ça, c'est la moyenne. Il reste la grosse. Je ne vais quand même pas vous laisser partir sans faire la grosse. Du coup, assez rapidement, je vais chercher mes clés. Et on va alimenter la grosse expérience. Alors ouais, pour celle-ci, elle était tellement grosse, il n'y avait plus trop de place derrière. Du coup, on l'a mise au plafond. Oui, ça aussi, c'est une expérience. Alors après, rassurez-vous, c'est pas la même montée à l'envers. Donc, des fois, les gens, ils pensent qu'au lieu de voler, le grand tube gris, bang, va tomber. Et vous allez être écrabouillé. Rassurez-vous, tout est bien accroché au plafond, ça ne va pas tomber. Par contre, c'est encore une expérience d'induction. Dans le sens où, comme dans les deux premières, on alimente un circuit primaire en courant alternatif,
Là, le circuit primaire, il est tout là-haut. Il est constitué de 15 tours de tubes de cuivre et il est coincé entre les deux rondelles de bois. Je ne sais pas si vous devinez le circuit primaire. Courant alternatif, les électrons font des allers-retours. Autour, le champ magnétique varie. Champ magnétique variable, je vais induire du courant. Et cette fois-ci, je vais l'induire dans la grande cheminée grise là qui descend. Et en fait, caché dans les parois de cette grande cheminée grise, eh bien, c'est encore un fil. Donc, vous avez un fil électrique enroulé. Alors, pas mal enroulé, hein. J'avoue, on a fait 100 fois plus de tours de fil, là, dans le fil électrique, que le nombre d'enroulements du circuit primaire. Alors, parfois, les gens me disent que ça sert à rien, ce truc, parce que quelque part, on alimente un premier circuit en courant alternatif, et on induit du courant alternatif dans un deuxième circuit. Bah, on aurait pu prendre le premier direct, dit comme ça. Alors, en fait, ça peut servir à quelque chose, ce truc-là, parce que ce n'est pas les deux mêmes circuits. Donc là, déjà, je vous ai dit qu'on n'avait pas fait le même nombre d'enroulements. Mais en fait, on n'a pas choisi un fil de la même épaisseur. Et puis, on n'a pas choisi la même distance entre les tours de fil. En gros, on a changé toutes les caractéristiques du circuit de façon à pouvoir induire un courant avec des caractéristiques différentes. On part d'un courant, on le transforme. Et bien ça, c'est à l'origine du fonctionnement de tous les transformateurs. Alors, en général, à la maison, quand vous servez d'un transformateur, l'idée, c'est d'augmenter l'intensité. Vous voulez plus d'ampères. Et du coup, vous diminuez la tension, diminuez les volts. Nous, on a fait l'inverse. Bon, ici, non, l'intensité. Alors, nous, entre le primaire et le secondaire, on va diviser l'intensité par 100. Autant vous dire que dans le secondaire, il n'y aura presque pas d'intensité. Au niveau des ampères, on sera assez faible. Par contre, on s'est débrouillé pour qu'au même moment, on divise l'intensité par 100, on multiplie par 100 les volts. Nous, c'était les volts qui nous intéressaient. Alors, si je vous annonce que le primaire, on l'alimente déjà avec 15 000 volts, 15 000 fois 100. Ouais, je vais chercher ma télécommande. Ah ouais, on rajoute 2 zéros, 1 500 000 volts. Hop là. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début. Au début, je vous ai parlé des ampères en vous disant que c'était relié au nombre d'électrons qui circulent. Les volts, ça va plutôt être lié à la façon dont on pousse les électrons. L'envie qu'ils ont de bouger. Là, ils vont avoir très envie de bouger. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, mais parfois, on a de la chance, ça fait aussi de la lumière. Alors, peut-être pour qu'on voit mieux la lumière, je vais essayer d'éteindre toutes les lumières de la pièce. Alors, en bas du secondaire, 1 500 000 volts, si jamais on se débrouille bien, ça fait... Oh, vous pouvez rester sous l'expérience, rassurez-vous. Là, ici, c'est pas si dangereux que ça, c'est juste un peu bruyant. Allez, 1 500 000 volts, si on se débrouille bien, ça fait ça. Alors là, on a poussé les électrons, mais tellement fort qu'ils se sont mis à bouger dans l'air. Alors que d'habitude, l'air, c'est plutôt isolant. Mais quand il y a des électrons qui bougent en masse dans l'air, nous, on voit des éclairs. Alors, les éclairs, ici, même s'ils ne sont peut-être pas les plus violents, ce sont les plus longs qu'on fait au Palais de la Découverte. Parce que la longueur de l'éclair, c'est relié à la tension, c'est-à-dire au nombre de volts. En général, on considère qu'à pression atmosphérique, humidité standard, il faut 1 million de volts pour faire un éclair d'1 mètre. 1 500 000 volts. Là, les plus gros éclairs, ils font 1,50 m, les gros blancs. Des questions, des remarques là-dessus? Il y a du bruit. Alors oui, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pour le coup, alors là, l'origine n'est pas tout à fait la même. En fait, au moment où les électrons vont vraiment circuler, alors vraiment en masse, assez violemment dans l'air, eh bien, ça va avoir entre autres comme effet de chauffer l'air. Et chauffer brutalement, vraiment une augmentation vive de température, même si c'est très local. Et l'air, comme n'importe quel gaz, quand on le chauffe, il se dilate. Donc là, en fait, on a une dilatation brutale, et c'est cette dilatation qu'envoie une onde de choc qui arrive jusqu'à nos oreilles, et qui fait, alors ici, le bruit qu'on entend, et en temps d'orage, qui est responsable du tonnerre. Donc c'est vraiment la dilatation brutale de l'air. Ensuite, même si c'est un petit peu, justement, violent, le bruit fait un peu peur, sachez que même si vous aviez eu l'idée de vous mettre sous le dispositif, et de lever le doigt en l'air, en mode, tiens, je vais faire paratonnerre, vous dites, je suis encore un petit peu petit, peut-être vous auriez sauté le doigt en l'air pour être à moins d'1,50 m, bim, l'éclair tombe sur votre doigt. Je pense que ce ne serait pas agréable.
a priori, mais ces éclairs, ils ne sont pas mortels. Alors, ils ne sont pas mortels parce qu'en réalité, comme je vous le disais au départ, on n'a presque plus d'intensité. Donc c'est vrai, à un moment donné, les électrons vont circuler. Là, ça fait mal. Mais ensuite, il n'y a plus rien. Ça s'arrête. Ça dure une fraction de seconde. En une fraction de seconde, on n'a pas le temps d'électrocuter ou de griller quelqu'un. Finalement, les arcs électriques deviennent beaucoup plus dangereux si on les fait maintenir, si on les fait durer dans le temps. Vous imaginez les électrons qui continueraient de circuler comme ça, le courant électrique passé dans l'air. Alors, je peux faire un arc électrique comme celui-ci, et il sera plus court, parce que j'aurai moins de volts, mais entre les deux pics de cuivre qui se trouvent derrière moi, on va installer un arc électrique. Donc là, on va maintenir le courant dans l'air. Ça ressemble plus du tout. Alors, je vais l'amorcer, vous devriez voir une petite lueur verte en bas, et on espère qu'il va grimper cet éclair et qu'il va pouvoir se déployer. On y va. Ah. Et bien ça c'est dangereux. Là, on arrive à maintenir quasiment 1 ampère dans l'air. Donc non, vous ne mettez pas le doigt dessus, je ne sais pas si vous êtes grillé ou électrocuté en premier, mais ça, en fait, voilà, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Alors que ça, oui, ça fait peur, mais en fait, ça, c'est pas trop dangereux. Là, ici, même d'un point de vue, d'ailleurs, puissance, ce qu'on demande à EDF, ça mange plus de puissance que celui-là. Des questions, des remarques là-dessus? Ça sent aussi le... Ah, alors malgré les masques, si vous arrivez à sentir... Alors c'est vrai que des fois on se dit, ça sent le grillé, elle a fait cramer un truc. Alors en réalité, ce que ça sent ici, c'est l'ozone. Alors je ne vous ai pas parlé de tous les phénomènes, mais à partir du moment où les électrons vont circuler dans l'air, eh bien ils vont aller collisionner les molécules de diazote, de dioxygène. Alors la lumière, quand vous voyez des trucs colorés, c'est plutôt le diazote. Le diazote de l'air, quand on le tape bien fort avec des électrons, il envoie plutôt de la lumière bleue. Quand on le tape un peu moins fort, il envoie du rouge. Là, vous avez les deux. Je ne sais pas si vous avez vu que c'était rose-violet. Mais en fait, il envoie aussi des ultraviolets. Alors, nous, les êtres humains, les UV, on ne peut pas les voir avec nos yeux. Par contre, ces ultraviolets, quand ils arrivent sur le dioxygène de l'air cette fois, eh ben, ils vont être capables de casser la molécule de dioxygène en deux. Donc, on se retrouve avec des atomes d'oxygène tout seuls, ils ne sont pas bien contents. Eh bien, en général, quand ils se remettent, alors parfois, ils vont bien se remettre par 2, mais parfois, ils vont se recombiner par 3. Et 3 atomes d'oxygène liés ensemble, c'est ce qu'on appelle l'ozone. Et ouais, l'ozone, c'est odorant, l'ozone, ça pue un peu. Et donc, voilà, ici, au moment des éclairs, on produit un petit peu d'ozone au palais de la découverte, ce qui finit par se sentir, ouais. Des remarques ou des questions par rapport à ça? Ça va? Eh bien, écoutez, si ça va, je vais rallumer les lumières. Moi, je comptais m'arrêter là pour les expériences, en vous remerciant beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été, que vous avez appris 2-3 petites choses au passage. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, je suis là pour vous écouter. Et sinon, très bonne suite de visite au Palais de la Découverte. Merci.